Alors bonjour chers courtiers, bienvenue à cette nouvelle capsule où j'ai le plaisir de m'entretenir avec Kevin Hull, qui est président de l'Association professionnelle des notaires du Québec. Alors vous devinez qu'on va parler transactions immobilières, mais surtout de la profession des notaires. Alors comment les notaires se sont ajustés au cours de la dernière année. Alors dans un premier temps, bonjour Monsieur Hull et merci de nous accorder cette entrevue. Bonjour, M. Lacasse. Bien, merci de nous avoir invités, l'Association professionnelle des notaires du Québec. Je suis bien content d'être présent. Alors, écoutez, Monsieur Hull, votre profession est dans le même bain que la nôtre. Depuis mars 2020, on a connu dans un premier temps un certain ralentissement qui a amené ses inquiétudes et tout ça, mais qui a été rapidement suivi par un rebondissement des transactions immobilières, non seulement jusqu'à la fin de l'année 2020, mais on vient de connaître encore un mois record en janvier 2021. Alors, ça se poursuit. Vous avez dû vous ajuster à plein de facteurs. Je pense entre autres aux délais qui ont dû être allongés dans une transaction, à vos rencontres qui sont devenues parfois virtuelles, à vos documents qui sont devenus numériques, mais aussi aux conditions des promesses d'achat qui n'arrêtent pas de changer, qui évoluent. On se parlera un peu plus tard des certificats de localisation, entre autres, ou de la garantie légale. Donc, comment avez-vous passé à travers la dernière année pour relever tous ces défis? Effectivement, il y a eu plusieurs défis, mais je vais vous avouer que nécessairement, on a eu maintenant le droit de faire des actes notariés à distance qui a beaucoup aidé. Mais sinon, au niveau des délais, il y a eu des effectifs réduits, même dans les bureaux de notaire, effectivement. Vous-même, les courtiers, au début, ce n'était pas clair à savoir si les visites étaient permises, etc. Donc, il y avait plusieurs conditions à ce niveau-là à cette époque. Mais sinon, de notre côté, les notaires, les délais se sont rallongés de tout bord, de tout côté, que ce soit au niveau des évaluations des institutions financières, que des certificats de localisation. Voilà. Bien, justement, parlons-en parce que c'est un défi dans notre profession. On avait l'habitude de penser qu'on pouvait parfois faire une transaction dans un délai aussi serré que 4 semaines si on parlait à notre notaire puis que notre notaire avait du temps devant lui et qu'on se dit, bien, dans le premier 15 jours, on va lever nos conditions de financement, d'inspection, puis ça va laisser un autre 15 jours au notaire pour préparer l'acte notarié, faire venir l'acte de prêt, faire signer les parties. Mais là, c'est tout autre chose. Alors, dans le but justement d'assurer des transactions immobilières en douceur, quelles sont vos recommandations au niveau des délais pour qu'effectivement, il n'y ait pas besoin d'avoir de report de transactions? Oui, c'est une bonne question. Puis je suis bien content de pouvoir y répondre. Je pense que les premiers, une fois que les parties se sont entendues, là, quand on est en train de compléter les clauses relatives au délai, je pense que déjà de voir si l'acheteur a un notaire et de le contacter dès le départ à savoir, écoute, notaire, est-ce que tu es disponible, toi, si une transaction doit se faire telle date? À partir de là, s'il dit oui, mais déjà les parties vont savoir que, bon, on peut tenter de faire rentrer tous les autres délais nécessaires avant de se rendre chez le notaire, que ce soit le certificat de localisation et l'offre de l'approbation de financement qui peut demander effectivement là, une évaluation par l'institution financière. Là. Excellent. Donc, hein, vous en faisiez état tantôt. Dans un premier temps, le courtier doit s'ajuster au fait que les financements hypothécaires demandent presque tous des évaluations maintenant. Les évaluateurs agréés sont débordés. Eux aussi commandent des délais. Le certificat de localisation est parfois pas à jour. Les arpenteurs géomètres sont débordés. Alors, au-delà, je pense, hein, de considérer simplement des délais réguliers ou normaux, c'est une excellente suggestion que vous amenez. Parler à votre notaire en amont, peut-être même avant de faire la transaction, avant d'écrire Ouais. votre promesse d'achat, parce qu'on rencontre aussi des acheteurs qui se logent temporairement en ce moment afin de trouver la propriété de leur rêve et ils la veulent dans les meilleurs délais. Donc, les meilleurs délais sont à vérifier aujourd'hui. Oui, effectivement. Puis c'est tout à fait comprenable qu'une personne qui doit se loger temporairement avec une famille, des enfants, etc., c'est clair que pour lui, le meilleur délai, ça doit être demain.
Mais effectivement, le notaire, on comprend très bien ça. Donc, il vaut mieux effectivement l'appeler et surtout gérer les fameuses attentes des clients. C'est surtout ça. Oui, Personne n'est oui, déçu après coup, là, effectivement. tout à fait. On parlait tantôt du certificat de localisation. Ça a fait les journaux récemment parce qu'on est dans un marché qui favorise les vendeurs. Les acheteurs, pour se rendre plus attrayants, se retrouvent dans des conditions de promesses d'achat multiples et disent, ben moi, sais-tu quoi, je vais faire en sorte que je vais renoncer à ce qu'il y ait un nouveau certificat de localisation qui soit produit parce que justement, je n'arriverai pas à rencontrer mes délais. Donc, je suis prêt à acheter tel, je vais dire tel quel, là, mais avec possiblement l'ancien certificat de localisation. Comment voyez-vous ça? Parce que vous avez un rôle important à jouer au niveau de l'étude du certificat. Oui, effectivement, c'est un des points majeurs là, que le notaire doit faire, c'est lire le certificat avec l'œil de notaire, si je peux dire, donc avec l'aspect juridique. Bien, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il y a deux choses. Il y a des fois même il y a des banques, des institutions financières qui exigent un certificat de localisation avec un délai X. Souvent, on peut voir un 10 ans, mais il y a beaucoup de normes différentes selon les institutions financières. Maintenant, notre rôle au niveau de l'acheteur, notre rôle va être effectivement de lui rappeler qu'il a renoncé à cette condition-là. Qu'est-ce que ça emporte? Bien, ça veut dire que si l'immeuble est non conforme, parce que le certificat qu'on a est vraiment trop vieux, là, je parle de l'exemple extrême. Par exemple, si l'immeuble est non conforme ou s'il y avait un empiètement chez un voisin ou nous, on empiète chez un voisin. À Montréal, par exemple, c'est peut-être plus fréquent avec les lots qui sont plus collés. Bien, l'acheteur doit être simplement conscient que s'il y a une assurance titre, par exemple, il y en a mort pas moins qui va avoir acheté un immeuble non conforme qu'à la revente, qui va être pris, entre guillemets, avec cet élément-là, problématique, et qui devra peut-être aussi payer une autre assurance titre pour l'acheteur. Mais pendant ce temps-là, il y a des acheteurs qui peuvent être plus frileux aussi. Quand on lui dit que c'est ça que ça veut dire de ne pas avoir un certificat d'actualisation, mon mandat comme notaire est limité. Je ne peux pas examiner nécessairement au-delà des titres, je ne peux pas vérifier si physiquement parlant, le certificat est correct. Donc, je présume effectivement c'est ce que les courtiers doivent là, mentionner à leurs clients là, initialement quand ce genre de clause apparaît. Et est-ce qu'on, je dirais, on présume à tort que l'assurance titre, ça ne règle pas nécessairement tout non plus. Hein? Non. Alors, de penser, c'est pas grave, on va te prendre une assurance titre et ça va régler le fait que le certificat n'est pas à jour. Donc, je pense que c'est important de savoir que ça ne règle pas tout. Alors, j'aimerais ça, justement, vous écouter là-dessus. Là. Oui, effectivement, l'assurance titre, c'est le principe que c'est une assurance. Si pendant que tu es propriétaire, ben, il n'y a aucune demande de la ville, admettons pour l'immeuble non conforme, il n'y a pas de mise en demeure ou de demande de mise en conformité, l'assurance, ben, elle dort, si je peux dire. Il n'y a rien qui va être corrigé. Mais s'il y a quelque chose qui sort pendant le temps où monsieur et madame sont propriétaires, par exemple, pour prendre le modèle standard, ben, nécessairement, la ville, si elle demande une mise en conformité puis que ça exige de démolir, mettons, la petite annexe qui avait été faite à la maison, le solarium ou je ne sais trop, l'assurance titre, elle, c'est là qu'elle va entrer en jeu. Puis les options, c'est que c'est l'assureur qui décide dans la majorité des cas. C'est-à-dire, si la ville te demande de démolir, je vais le démolir. Je ne vais pas la reconstruire, je vais le démolir. Vous comprenez? Je vais mettre la maison en conformité. Point. Donc, la jouissance que tu avais de ce solarium-là, de cette annexe-là, tu as peur. C'est pas assuré, ça. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas un courtier d'assurance, mais on le sait que par la lecture des contrats d'assurance, que ce sont les éléments de base. Fait que l'acheteur qui avait acheté ça parce qu'il adorait ce solarium, mais effectivement, il doit être conscient que s'il y a une demande de mise en conformité, l'assurance, elle a elle-même une limite. C'est un excellent exemple qui démontre bien les impacts. Les impacts peuvent être grands et donc il faut être très, très prudent en pensant que l'assurance titre va rendre les gens heureux à long terme, disons. Alors, bon, ben écoutez, parfait. Si on parlait maintenant de la garantie légale de qualité. Encore une fois, on a un vendeur qui décide de vendre avec la garantie légale, donc qui va se porter responsable de tout vice caché dans le futur. Et là, on a un acheteur, lui, encore une fois, pour rendre sa promesse d'achat plus alléchante, qui dit, moi, je suis prêt à renoncer à ta garantie légale de qualité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui. C'est quelque chose qu'on voyait moins il y a déjà quelques années, mais récemment, effectivement, avec la COVID, vous l'avez bien expliqué,
On voit de plus en plus ça. Ça veut dire quoi pour l'acheteur? Ça veut dire que nécessairement, si parmi les conditions alléchantes de ta promesse d'achat, tu n'as pas en plus fait d'inspection et que tu achètes sans garantie légale, bien nécessairement, si on y va avec la base, tu n'as plus de recours contre le vendeur. Donc, à moins qu'il y ait eu une fraude, ce qu'on appelle au niveau civil un dol. Par exemple, l'acheteur pose une question précise au vendeur, est-ce qu'il y a eu une inondation dans le sous-sol et que le vendeur dit non alors qu'il y en a eu, il y a 1 an, par exemple, c'est un dol, c'est une fausse déclaration. Mais au-delà de ces éléments-là, bien oui, effectivement, c'est que l'acheteur, c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Si tu découvres un problème dans le futur en faisant ta rénovation de cuisine, puis que ce problème-là pourrait être un vice caché, bien, tu n'as pas de recours contre le vendeur. Point. Donc, c'est ça que ça signifie. Donc, quand l'acheteur, c'est surtout ça, quand l'acheteur, lui, qui a acheté sans garantie légale, revend dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, et qui revend à cette époque, à ce moment-là, avec la garantie légale, il va se retrouver à être la première personne responsable dans la chaîne, vous comprenez? Parce qu'il a recoupé les ponts avec son vendeur. Donc, il se retrouve à être la première personne responsable de la garantie de qualité pour toutes les ventes subséquentes, à moins qu'à un moment donné, quelqu'un revende sans garantie légale ou que lui-même revende sans garantie légale. C'est peut-être ce qu'on va revoir aussi dans les reventes. Là. C'est un excellent point parce qu'on sait que dans un marché que j'appellerais en équilibre, donc pas nécessairement le marché qui favorise les vendeurs, vendre sans garantie légale, ça peut souvent avoir un impact sur la valeur de la propriété, donc le prix est à la baisse. Ces acheteurs-là vont devoir prendre cette décision-là dans quelques années s'ils doivent revendre. Est-ce que, dans un premier temps, je mets sur mes épaules la responsabilité entière de tout le passé de cette maison-là en offrant la garantie légale? Ils vont peut-être voir ça comme étant un grand risque. Ou bien je revends sans la garantie légale, mais j'aurai possiblement un impact sur sa valeur. Je n'irai pas chercher le maximum si on la compare à une autre propriété, dépendamment des conditions du marché, naturellement. Oui, effectivement. C'est effectivement ça. Puis pour terminer là-dessus, mais ce qu'on voyait autrefois, c'était des ventes sans garantie légale, c'était des successions, là, par exemple, ou des reprises, hein, ce qu'on appelle, là, donc des ventes du contrôle de justice par les créanciers, mais autrement, c'était rare. Oui, c'est vrai, exact. Écoutez, je vous amène maintenant à nous parler des rencontres, les rencontres organisées avec les acheteurs, avec les vendeurs qui avaient l'habitude de se faire dans vos salles de conférence, tout le monde ensemble. Beaucoup d'évolutions au cours de la dernière année là-dessus. Et donc, j'aimerais que vous me parliez non seulement de comment ça a évolué, mais la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en 2021 et dans le futur? Ça a été le changement dans la profession notariale, c'est-à-dire de ne pas rencontrer physiquement des personnes qui signent devant un notaire. Hein. Tu sais, c'est ça. À certains niveaux, c'est attendu par certains notaires, ça, puis la COVID a accéléré le processus. Donc là, ce qui arrive, c'est que d'abord, il faut savoir que c'est un décret. Ce n'est pas encore la loi qui nous le permet. C'est un décret du ministre de la Justice qui a dit au notaire, écoute, vous pouvez procéder à un acte notarié, comme avant, sans problème. Ça demeure un acte notarié. Mais oui, à distance. Il y a eu des éléments mis en place par la Chambre des notaires et ce décret-là, ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il est valide 1 an à compter de la fin de la période sanitaire, l'état d'urgence sanitaire. Donc là, la période d'1 an va commencer à être calculée et ensuite, c'est renouvelable 4 autres fois. Pendant ce temps-là, il faut qu'il y ait un règlement ou une loi là, qui va être adaptée en conséquence. Donc oui, en 2021, ça va être encore en vigueur, c'est les actes à distance. Comment ça fonctionne rapidement? C'est la Chambre des notaires a mis en place là, un processus de signature consignaux propre à la Chambre des notaires et les lignes directrices remises par la Chambre des notaires aux notaires. Donc, effectivement, déjà, la lecture de ces lignes directrices-là a été tout un changement là, pour les notaires pour bien s'assurer de respecter le décret et les lignes de la Chambre. C'est que la rencontre se fait via Teams. Donc, et non pas via Zoom ou d'autres procédures. C'est vraiment via Teams. Et parallèlement à ça, on partage l'écran, puis l'acte notarié est vu par les parties. Et ensuite, là, on procède à la signature en envoyant un lien via courriel au client avec un mot de passe. Puis, le processus de consignaux se fait par la suite là, avec le notaire tout le temps. D'accord. Alors, je comprends bien, c'est vous avez une seule plateforme qui est autorisée, qui est Teams. Donc, c'est le notaire qui va contrôler la plateforme. Il y a la possibilité de faire l'identification des parties à distance dès le départ, donc avec les pièces d'identité.
et vous vous rendez même jusqu'à la signature électronique. Donc, il n'y a pas de déplacement d'aucun des parties. Et j'imagine que vos rencontres ne se font pas nécessairement non plus avec les deux parties en même temps. Est-ce que ça se fait toujours en deux temps ou parfois même tout le monde est là en même temps? Non, c'est en même temps. C'est encore la En même même temps. procédure, oui. Donc, les acheteurs voient les vendeurs, puis nécessairement, tout le monde est là avec Teams. Puis effectivement, c'est les mêmes discussions à la fin du rendez-vous, donc l'échange de clés, etc. Tout ce que vous connaissez là, de la fin d'une transaction, les documents, les factures, etc. Bon, on discute de ça, les gens discutent de ça à la fin parce qu'effectivement, je pense que c'est encore important de garder cet esprit-là à la fin d'une transaction, que les acheteurs-vendeurs soient là, via Teams, effectivement. Mais oui, la vérification d'identité se fait également, puis on reçoit les pièces d'identité, par exemple, une copie de pièce d'identité via un lien sécurisé à mettre à nos dossiers. Dites-moi, de votre expérience, est-ce que ce sont tous les notaires qui ont adhéré à cette façon de faire? Non, mais je vous dirais une quasi très grande majorité le font. Je n'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais c'est la Chambre des notaires au niveau des minutes. Les actes notariés, ce sont des minutes. Donc, les minutes virtuelles signées via Consignio, là, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de notaires qui l'utilisent déjà depuis le début, depuis que c'est permis. Effectivement, avec la COVID, je pense que de plus en plus de notaires n'ont pas le choix d'embarquer là-dedans, considérant que les signatures papier en personne doivent être seulement celles qui sont nécessaires. Autrement, la procédure informatique numérique, là, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a aucune obligation. La Chambre des notaires n'oblige personne, ni la loi, ni le décret n'oblige un notaire à utiliser le processus de signature. Je comprends. C'est clair. Maintenant, ça fait une question de plus à poser lorsqu'on appelle notre notaire pour connaître les délais, à savoir est-ce que toi, tu travailles de façon virtuelle pour éviter les déplacements? Par exemple, un client qui serait insécure d'avoir des contacts physiques, c'est une bonne chose de vérifier avec son notaire. Hein? Effectivement, puis si je peux me permettre, le petit élément qu'il faut également ne pas oublier, c'est que si l'acheteur signe de cette manière-là, le vendeur n'a pas le choix. Ce n'est pas l'un et l'autre. Ce n'est pas papier et virtuel, c'est vraiment entièrement numérique ou entièrement papier. Je comprends. Et là, au niveau de la documentation, automatiquement, vos documents sont devenus numériques parce qu'il y a une signature électronique qui se fait. La transmission maintenant de l'acte notarié, est-ce que ça se fait électroniquement maintenant ou vous imprimez encore puis vous envoyez par la poste? Là, vous comprendrez qu'en 2021, là, même les notaires sont dans une période transitoire, dans le sens où, et moi-même personnellement, c'est-à-dire qu'à la fin de la rencontre, on demande au client comment voulez-vous avoir vos copies? Est-ce que vous voulez l'avoir informatique? Donc, on l'envoie par la suite par courriel ou par un processus autre, ou papier. Il y a encore des gens qui veulent le papier. Effectivement, ils veulent l'avoir, le mettre dans leur dossier à la maison, point. Et il y en a d'autres qui veulent l'avoir papier, puis post-moellé aussi. Fait que, je pense que les notaires devront, dans un cours, dans l'avenir très rapproché, établir une politique, peut-être de bureau, à savoir, bon, mais c'est l'un ou l'autre, et peut-être même vérifier à savoir les honoraires en conséquence, là, parce qu'effectivement, je ne vous le cache pas qu'une copie papier est beaucoup plus longue à faire qu'une copie numérique. Là. Ça implique l'impression, le sceau, la signature, le manuscrit du notaire, etc., versus une signature numérique qui, une fois que c'est signé, tu le transmets au client. Je reviens un petit peu en arrière. On a effleuré l'acte hypothécaire. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'acheteur, la rencontre qui se fait en amont se fait de la même façon et que les actes hypothécaires sont acceptés au niveau des banques d'être signés numériquement et donc en signature électronique puis d'être transmis électroniquement? Oui, c'est-à-dire que toutes les institutions financières approuvent et acceptent. Certaines peuvent avoir des petites conditions ou des vérifications additionnelles quand l'acte est signé numériquement, mais les hypothèques, comme tout autre acte notarié, se font par signature Teams et Consignio. Le contrat de prêt également est ajouté dans le document Consignio. Donc, tout ça est signé de la même manière, informatiquement, avec l'acheteur, l'emprunteur, dans ce cas-ci, pour l'hypothèque. Je ne peux pas parler pour l'avenir. Peut-être que suite à la période de l'état d'urgence sanitaire, peut-être que des institutions financières vont vouloir revenir au papier parce que je pense qu'il y a encore une petite crainte des fraudes, par exemple. Le fait que la personne physique ne soit pas là, je pense que certaines institutions financières peuvent avoir une crainte pour les fraudes. Donc, du moins, pendant la période d'état d'urgence sanitaire,
c'est en vigueur avec toutes les institutions. Génial. Tous ces ajustements, cette nouvelle technologie, c'est pas gratuit, hein? Il faut bâtir une infrastructure. Qu'en est-il des frais? Est-ce qu'on doit s'attendre que nos frais de notaire ont changé ou vont changer depuis ce qu'on connaissait en 2019 pour s'adapter à tout ça? Bien, effectivement, nous, à l'association, ce qu'on dit à nos membres notaires, c'est toujours de revoir à chaque année leurs honoraires. Donc, effectivement, de voir là, au niveau du temps passé dans un dossier, la responsabilité, la hauteur de notre responsabilité. Les transactions sont de plus en plus coûteuses en plus. C'est un bungalow qui se vendait 300 000 aujourd'hui peut se vendre 550, 600. Donc, nécessairement, le notaire engage une responsabilité à hauteur de 600 000. Donc, des fois, à 1 million, 1,5, 2 millions pour une transaction résidentielle. Donc, effectivement, les honoraires, chaque notaire est indépendant, donc a le choix. Il peut décider du taux horaire et des honoraires dans le cadre d'une transaction. Mais on demeure pas moins qu'au niveau de la transformation, pour le notaire, de faire un acte notarié technologique consigné au Teams prend plus de temps, effectivement, en préparation. Donc, avant le rendez-vous et après, parce qu'il y a une procédure à faire pour mettre la documentation dans Consignio et ensuite. Donc, tout ça fait partie d'éléments que le notaire doit prendre en compte dans l'établissement de ses honoraires et également l'offre et la demande. Là, effectivement, il peut arriver qu'un client qui vraiment veut acheter telle date, bien, si vraiment je dois, vous me pardonnerez l'expression, mais rusher les gens de mon équipe pour faire en sorte que le dossier sorte, bien, les honoraires peuvent être également affectés, en être affectés. Je comprends. Alors, c'est la loi du marché. Ça, on voit ça dans toutes les professions. En terminant, M. Houle, comment envisagez-vous l'avenir? C'est-à-dire, est-ce que la pandémie va avoir amené des pratiques que vous pensez qui vont rester, qui vont perdurer dans le temps? Là, je vais prêcher pour ma paroisse, là, comme à l'Association professionnelle des notaires du Québec, c'est-à-dire, j'espère que dans l'avenir, le notaire aura donc été pris en compte à 100% comme étant un professionnel important dans le cadre d'une transaction, tout comme le courtier peut l'être au début, là, dans le cadre des négociations, vous comprenez? Donc, dans ce cas-ci, je pense que les notaires, on en entend parler de plus en plus dans les nouvelles, effectivement, dans les journaux, dans les médias. Donc, j'ose espérer que ce sera l'élément positif pour nous, du moins, là, qui va ressortir de cette COVID. Puis, sinon, mais, l'acte dématérialisé en 2021. Donc, effectivement, je pense que ça va rester, des normes fixes vont être établies autrement que par un décret ou des lignes directrices. Alors, écoutez, si on voulait le définir, là, juste pour être sûr que nos courtiers immobiliers ont bien compris, qu'est-ce que c'est un acte dématérialisé? Oui. Le terme utilisé dans notre jargon, c'est un acte numérique. C'est un acte de vente hypothèque signé via Consignio avec Teams. Donc, c'est un acte notarié signé électroniquement. C'est aussi simple. Parfait. Alors, et on a compris que on est, en fait, le décret vous permet au moins de faire l'année 2021 et possiblement par la suite Ouais. des années additionnelles, ça sera à voir. Et sinon, bien, peut-être que ça leur a amené une nouvelle façon dans votre pratique et que le gouvernement, bien, ne procédera pas par décret, mais changera simplement la loi pour vous permettre de le faire à long terme. Oui, effectivement, c'est ce qu'on souhaite. Je pense que même la population, c'est quasiment déjà adapté, là. Les gens sont bien contents de nous rencontrer via ce processus. Mais je pense qu'une rencontre personne va toujours être intéressante aussi. Il ne faut pas se le cacher, là. C'est ça. Ça sera une formule hybride. Hein? Oui, c'est ça. On À la discrétion s'adaptera de tous. selon la personne. C'est Voilà. ça. Ben, écoutez, merci beaucoup, M. Hull. Ça a été extrêmement intéressant. Je pense que nos courtiers vont en sortir grandis, souhaitant toujours que nos relations entre nos deux professions continuent d'être aussi harmonieuses et puis qu'on puisse, chacun de notre côté, bien faire notre travail dans des délais raisonnables. Effectivement. Puis je pense que dans l'intérêt de nos clients, qui sont souvent les mêmes clients. Donc, merci encore une fois de votre invitation. Puis effectivement, on va garder un lien pour le futur et une communication constante pour pouvoir partager tout ça à nos membres respectifs, là. Ben, écoutez, merci encore. Bon succès à vous et à tous vos membres pour 2021. Vous aussi, on ne lâche pas, merci. OK, au revoir.